Alors, on en arrive à la partie intéressante de la preuve de programme, c'est la preuve d'une boucle. Alors, la notion très importante, c'est la notion d'invariant de boucle. C'est le fait que chaque fois qu'on fait une boucle, donc on va ici se restreindre, pour commencer, en tout cas dans cette vidéo, on va se restreindre aux boucles while, mais pour une boucle for c'est le cas aussi. Il y a toujours un invariant qui est associé à cette boucle. Alors, je dis un invariant, mais en fait, il y en a plusieurs. Mais il y en a un qui va nous intéresser et qui va nous permettre de prouver un triplet de Hoare contenant la boucle. Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'un invariant de boucle? Donc, la définition est la suivante. Donc, vous avez une boucle qu'on écrit comme ça en français. Tant que CC, donc CC c'est la condition de continuation, CC, faire S. Donc le corps de la boucle c'est S, et donc tant que la condition est vérifiée, eh bien on itère S, on exécute S. Dès que CC n'est plus vérifié, on sort de la boucle. Qu'est-ce qu'un invariant de boucle? C'est un prédicat qui est tel que s'il est vérifié à l'entrée de la boucle, il est vérifié aussi en sortie de la boucle. C'est-à-dire, précisément, s'il est vérifié à l'entrée de l'itération, hein, c'est-à-dire que, vous voyez, si je rentre dans la boucle tant que CC fait S, ça veut dire que CC est vérifié. Donc, si j'ai I, l'invariant, et CC, eh bien, après exécution de S, le corps de la boucle, il faut encore que j'ai l'invariant qui soit vérifié. C'est ça la définition d'un invariant. S'il est vérifié quand je rentre dans la boucle, il est vérifié aussi quand je vais avant le début de la nouvelle itération, donc en fin de boucle. Voilà. La définition, c'est celle-là. Chaque fois que vous avez une boucle, vous pouvez trouver des invariants. Alors, vous ne le saviez peut-être pas, vous n'en avez peut-être pas parlé, mais bon, c'est le cas. Exemple. Voilà une boucle. Vous voyez, n égale 4. Tant que n est positif, je fais n égale n-1. Bon, qu'est-ce que... on a dit, vous voyez, si je rentre dans la boucle, donc je cherche un invariant, c'est-à-dire une quantité, donc je note inv. À cet endroit-là, on est bien d'accord que, comme on est dans la boucle, eh bien la condition, la CC, elle est vérifiée. CC, c'est ça. Donc j'ai inv et n strictement positifs. Et ici, il faut que j'ai encore inv vrai. Donc tout prédicat qui vérifie ça s'appelle un invariant. Alors, il y en a plusieurs, il y en a toujours plein d'invariants. Le problème, c'est pas de trouver des invariants. En fait, vous allez voir, le problème, c'est de trouver le bon. Mais n'anticipons pas. Donc, par exemple, si je prends pour invariant n supérieur à moins 10. Alors, je ne prends pas beaucoup de risques, hein, mais bon, c'est bien quelque chose, une propriété qui va être vraie tout le temps. Au départ, on a n positif ou nul, par exemple n égale 4. Donc, qu'est-ce que je fais? Dans la boucle, j'enlève 1 à chaque fois, et puis je fais ça tant que n est positif. Donc, il est clair que dès que n sera égal à 0, je vais sortir de ma boucle. Et donc, évidemment, n sera toujours supérieur à moins 10, parce qu'il était au départ supérieur ou égal à 0, j'enlève 1 et je reste positif. Donc ça, oui, ça c'est bien un invariant. Donc, je peux trouver celui-là, je peux même en trouver des plus forts. Si je prends n supérieur à moins 2, vous voyez que ça marche aussi. Normal, puisque... Bon. Enfin non, pas normal, parce que celui-là est plus fort que celui-là, mais bon, celui-là il marche aussi. Donc il y en a plein. Il y en a plein en fait. Bon, on va voir qu'il y en a un qui est mieux que les autres, mais n'anticipons pas. Donc on revient à l'aspect théorique, on va voir le théorème principal, c'est-à-dire comment on se sert d'un invariant. Une fois qu'on a vu qu'il y avait des invariants, bon, comment on s'en sert. Donc en fait, c'est le théorème 9.1 qui résume l'histoire. En fait, on peut prouver une boucle avec un invariant. Alors, que dit ce théorème?
Donc, vous avez un invariant de boucle. Hein, donc, c'est un truc qui vérifie ça. D'accord. Ok. Donc, si ça, bon, ça veut dire que effectivement, on a un invariant de boucle. Si on a, d'autre part, si la boucle se termine, et donc première hypothèse, ça veut dire que I est un invariant. Deuxième hypothèse, la boucle se termine, ça veut dire que, vous voyez, on l'a déjà vu, hein, la boucle se termine, ça veut dire que si je prends comme post-condition true, hein, ça veut dire qu'au bout d'un moment, je sors de ma boucle pour arriver au prédicat de sortie. On peut l'écrire comme ça, mais ça veut dire que la boucle se termine. Bon, eh bien, sous ces deux hypothèses-là, alors, j'obtiens la validité de ce triplet de OR. Alors, qu'est-ce que j'ai en prédicat, en précondition? J'ai l'invariant. Et qu'est-ce que j'ai en post-condition? J'ai l'invariant et la négation de la condition de boucle. C'est un peu normal, puisque quand on est sorti de la boucle, si on est sorti de la boucle, c'est que la condition là n'est plus vérifiée. Donc c'est normal que j'ai toujours l'invariant, puisque lui, par nature, par définition, il est toujours valable. Et par contre, j'ai la négation, puisque je suis sorti de la boucle, j'ai la négation de CC. Alors, c'est un peu, ça peut vous paraître un peu bizarre, parce que finalement, je peux arriver avec ce théorème à prouver un triplet de OR, mais en fait, vous voyez que je n'ai pas tellement le choix, c'est pas moi qui choisis le prédicat d'entrée et le prédicat de sortie. Hein, c'est voilà, c'est l'invariant, hein, il faut qu'il y ait l'invariant. Donc, bon, ça veut dire qu'il va falloir trouver le bon invariant qui fait que bon, ça nous arrange bien. Mais en tout cas, avec l'invariant I, je pourrais prouver que s'il est vrai en début de boucle, avant la boucle, s'il est vérifié, alors en sortie de boucle, j'ai l'invariant et la négation de la condition de continuité. Voilà. Donc ce théorème, il vous permet de prouver le programme avec la précondition I et avec la postcondition I et non CC. Donc ça, c'est pas vous qui décidez. Alors la démonstration, elle peut se faire par récurrence, c'est pas spécialement intéressant. On peut résumer ça comme ça. Donc, vous voyez, deux hypothèses. Première hypothèse, inv est un invariant. C'est ça la définition d'un invariant. Deuxième hypothèse, la boucle se termine. Donc je sors avec quelque chose, mais je sors. Alors si ces deux hypothèses-là sont vérifiées, alors ma boucle est totalement correcte. Donc ça s'appelle... ça s'appelle... en fait, ça s'appelle preuve partielle. Et ça s'appelle bonne terminaison. C'est ce qu'on avait déjà vu dans un cours précédent. Donc si j'ai preuve partielle, bonne terminaison, alors mon triplet de OR, il est une preuve totale. Il faut avoir les deux. Alors, on va voir comment ça marche tout de suite sur des exemples. Donc, je reprends mon premier exemple. Donc, j'ai un invariant. On a vu qu'on avait plusieurs invariants. Bon, on peut prendre cela. En fait, quel est celui qui va marcher? En fait, celui qui va marcher, donc, je vous écris tout là. L'invariant, il faut qu'il soit vrai avant la boucle aussi, hein, puisque, vous voyez, avant la première itération, quand on arrive pour la première itération, si on rentre dans la boucle, ça veut dire que, étant donné qu'on n'a rien changé entre les avant et après la boucle, il n'y a pas de modification d'aucune variable. Donc, il faut bien que l'invariant il soit déjà valable, vrai ici. Donc, il faut qu'il soit vrai ici, c'est la première chose. Ensuite, ça c'est la partie vérification de l'invariant. Il faut que cette partie-là soit vraie. Hein. Donc le 1, en fait, c'est, si je décompose complètement, il faut prouver ça. Vous voyez, là, en fait, ça c'est une précondition. Ça, c'est une post-condition. Je prouve comme ça un premier triplet, facilement. Ensuite, ici, je prouve un deuxième triplet. Hein. Si j'ai inv et cc, j'exécute S, le corps de la boucle, il faut ensuite que j'ai inv. Bon, et quand je sors, eh bien, j'ai inv
et non cessé. Alors non cessé, c'est quoi? C'est donc n négatif ou nul. Bon, et moi je voudrais le prédicat de sortie qui est là, qui est n égale à 0. Bon, bah, si vous regardez, bah, il y a un invariant qui marche pour prouver ça. Hein. C'est n positif ou nul. Alors, sans écrire tout, hein, on vérifie. Vous voyez que ben, la première étape qui est là, elle est vraie, hein, pour n égale 4. Parce que pour n égale 4, c'est bien 4 positif ou nul. J'hésite à vous l'écrire, je vais vous l'écrire quand même. Étape 1 qui est là. Qu'est-ce que je fais? Ben, je fais la PFP de n égale 4 et n positif. Pas dur, ça c'est égal à 4 positif. Autrement dit, ça c'est true. J'ai bien, on a n positif implique true par définition de l'implication. Hein. Quand j'ai vrai à droite, bon, l'implication elle est vérifiée. Donc ça c'est OK pour l'étape 1. L'étape 1 est vérifiée. Étape 2, qu'est-ce qu'il faudrait que je montre? Il faudrait que je montre l'invariant et n positif, c'est-à-dire n positif ou nul et n strictement positif. Ça c'est ma précondition. Ensuite j'ai n égale n-1 et puis j'ai inv, c'est-à-dire n positif ou nul. Pour prouver ce triplet, qu'est-ce que je fais? Alors, je vais rajouter le... Ça marche pas, ça. Bon, ça marche pas bien. Deuxième essai. Terrible. Deuxième essai. Ça y est. Alors, donc, je calcule PFP de n égale n-1 et de n positif ou nul. Ça me fait n-1 positif ou nul. Bon, alors, il faut que je prouve que... Question, donc ça fait n supérieur à 1. Donc n supérieur à 1. Or, il faut que je prouve une implication. Est-ce qu'on a l'implication? Alors, n positif ou nul et n strictement positif. Bon, mais je l'écris. Hein. J'ai bien ça. Hein. N positif ou nul et n strictement positif. Tout ça, bon, ben, c'est équivalent à n strictement positif. Et donc, ben, c'est équivalent, en fait, à, comme n est un entier, n supérieur ou égal à 1. Donc, j'ai bien mon implication. En fait, j'ai la même chose à gauche et à droite de l'implication, donc eh bien ça aussi c'est bon. Donc là j'ai prouvé ma deuxième étape. Qu'est-ce qu'il faudrait pour terminer? Il faudrait prouver que eh bien ça c'est bon, c'est-à-dire que inv et n inférieur ou égal à 0, ça entraîne que n égale à 0. Et ça c'est étape 3. Étape 3, ben, si je prends inv et n négatif ou nul, ça fait quoi ça? Ça fait n positif ou nul et n négatif ou nul. Donc ça fait exactement n égale à 0, c'est ce que je veux. Donc voilà, là j'ai fait une preuve de ce programme. Voilà. Donc voilà une première preuve. Donc l'invariant qui fonctionne, vous voyez, c'est celui-là. Bon, dans la pratique, ça ne sera pas à vous de trouver l'invariant. Le plus difficile, en fait, c'est de trouver l'invariant. On vous donnera l'invariant, donc ne vous inquiétez pas là-dessus. Alors, deuxième exemple, je continue. Deuxième exemple, division euclidienne. Donc, division euclidienne, vous savez de quoi il s'agit. Hein, on a des entiers, A positif ou nul, B strictement positif, puisqu'on divise par B, il ne faut pas qu'il soit nul. Et on fait la division de A par B. On a donc un reste R et un quotient Q.
Donc au final, on doit avoir A égale BQ plus R, et le reste, bah, il ne faut pas qu'il soit trop grand, hein, il faut qu'il soit strictement inférieur à B, sinon ça voudrait dire qu'on peut enlever une fois de plus Q, et donc le quotient est plus grand. Donc il faut qu'on ait les deux conditions. Hein. Souvent les étudiants ont tendance à oublier la deuxième, mais bon, c'est ça et ça, sinon ça ne marche pas. Alors comment on fait pour faire ce programme? Ben, souvent on part de A, et puis on enlève B tant qu'on peut, jusqu'à ce qu'on devienne trop petit. Donc en fait, on dit au début, ben, le reste c'est A, le quotient c'est 0, puis tant qu'on peut, on va enlever comme ça Q, et puis on va enlever B à R au reste, et on va incrémenter le quotient. Donc ben, c'est une boucle, donc tant que le reste il est supérieur ou égal à B, hein, qu'est-ce qu'on fait? Donc je décrémente R, donc je dis R reçoit R moins B, et j'incrémente le quotient. Voilà. Donc quand je sors, ben, j'aurai bien R qui sera strictement inférieur à B, donc ça c'est bien ce que je veux. Bon, alors, quel invariant? Est-ce qu'il y a un invariant qui est là, qui peut nous permettre de vérifier ça? Bon, comment fait-on? Donc on part de R au début, donc le R c'est sa voie, puis le coup suivant on va avoir enlevé B, le coup suivant on va avoir enlevé encore B, et etc. etc. Et le quotient, lui au début il vaut 0, puis là il vaut 1, là il vaut 2, etc. etc. En fait on peut se rendre compte que à tout moment dans ce procédé-là, eh bien, on a la propriété. Alors, en fait, l'invariant qui marche, celui qui nous permet de prouver la boucle, en général, évidemment, c'est un invariant qui met en jeu les variables du programme. Ici, il y a deux variables, hein. C'est R et c'est Q. Donc, il faut trouver en fait une propriété qui relie ces deux variables. Alors, en fait, il y en a une, hein, à tout moment, et donc c'est ça qu'on va prendre comme invariant. On va dire inv égale A. L'invariant, c'est A égale BQ plus R. C'est ça on pouvait vous rendre compte qu'à chaque fois, ça marche, ça. Chaque fois que j'enlève R à B et que j'augmente Q de 1, eh bien, en fait, je reconstitue toujours A. Alors, on ne va pas faire la preuve comme je l'ai fait précédemment, ça marchera exactement pareil. Simplement, on peut constater ici, vous voyez, étape 1, que l'invariant est bien vérifié. Vous voyez, si je fais R égale A et Q égale 0 là-dedans, ben, ça fait bien A égale A, donc ça marche. On pourrait vérifier évidemment que ça fonctionne. Et puis, voilà, ça c'est l'étape 2. Si on regarde l'étape 3, alors l'étape 3, ça veut dire, bon, quand je sors, j'ai ça. Est-ce que ça entraîne ça? Vous voyez, si on a ça, on est sûr qu'en sortant, on a 1 VR inférieur à B. Donc on a, si je l'écris, ça fait A égale BQ plus R et R inférieur à B. Et moi, je voudrais que ça entraîne le prédicat de sortie qui est en violet ici. Tout se passe bien, sauf ça. Je ne l'ai pas. Ok? Je ne l'ai pas dans mon invariant. Je ne l'ai pas dans la négation de la condition de boucle. Donc ça, je ne l'ai pas, ça me manque. Ma preuve, elle n'est pas correcte. Qu'à cela ne tienne. Ça veut dire que mon invariant, celui que j'ai choisi, bon, il est très bien, hein, mais il n'est pas suffisant. Donc, il faut, on dit qu'on enrichit l'invariant, celui qui va marcher, c'est celui-là. Et R positif ou nul. Alors, on peut prouver facilement que c'est vrai, hein, que R, de toute façon, il ne sera jamais négatif. On peut l'écrire avec PFP, etc. Mais bon, intuitivement, si vous regardez, bon, dans la boucle, vous y restez tant que R est supérieur ou égal à B. Et qu'est-ce que vous faites dans la boucle? Vous enlevez B. Donc, dans le pire des cas, vous aurez R qui sera égal à 0. Mais quand R sera égal à 0, vous ne pourrez pas passer dans la boucle.
puisque B il est strictement positif. Donc ça sera plus vrai, vous sortirez. Donc oui, ça c'est aussi, cette partie-là qu'on a rajoutée, c'est aussi un truc qui est invariant, qui est vrai tout le temps. Voilà. Si je le rajoute, ça me permet de faire une preuve qui fonctionne. Donc vous voyez, l'invariant, c'est quelque chose qui relie les variables modifiées dans la boucle, évidemment. Et puis voilà, quelquefois il faut rajouter des trucs qui font que ça va aller. Bon, mais là encore, ça ne sera pas à vous de trouver l'invariant, en général, on vous le donnera. Troisième exemple, toujours exemple simple, hein, pour que vous compreniez. Calcul de somme. On veut écrire une boucle qui permet de calculer la somme des entiers allant de 1 à n. Bon, c'est un programme qui est tout simple, mais qui est quand même intéressant. Moi, j'ai déjà essayé de faire cet exemple-là à une classe, un groupe de 30 personnes. Bon, c'est assez étonnant de voir la variété des solutions. Donc, évidemment, il y en a qui font ça avec des boucles for, il y en a qui font ça avec des boucles while. Et même dans les boucles while, vous avez des différences. Il y a vraiment plusieurs façons de faire. Bon, là, je vous en propose une. Bon, globalement, on est bien d'accord, pour calculer la somme, bon, alors évidemment, ça n'a aucun intérêt de dire que oui, vous savez que la somme c'est n fois n plus 1 sur 2. Sinon, il n'y a pas d'algorithme, il n'y a pas de boucle, et donc vous répondez carrément à côté. Vous voyez, bon. Ici, le but, c'est quand même d'écrire un algorithme et de le prouver. Donc, c'est vraiment une boucle qu'on veut écrire. Donc, qu'est-ce qu'on fait en général? Eh bien, on a deux variables, on a S. Alors, S, on l'a toujours, c'est la somme qu'on va construire au fur et à mesure, et donc on va ajouter au fur et à mesure les valeurs, d'abord 1, puis 2, puis 3, puis n. Alors, évidemment, on peut calculer la somme comme ça, on peut aussi la calculer dans l'autre sens, ça n'a pas vraiment d'intérêt, donc moi je le fais dans le sens le plus normal, entre guillemets. Donc je prends une variable i qui va être augmentée à chaque fois, jusqu'à ce qu'elle arrive à n, et puis je vais chaque fois ajouter ma variable à la boucle, à la somme. Et donc, en fait, là, je vais avoir toujours pareil, il faut que je cherche une relation entre mes variables qui sont i et s. Et, bon, en fait, qu'est-ce qui va être invariant? C'est le fait qu'à tout moment, je vais avoir s qui va contenir la somme de grand J pour allant de 1 à i. Donc, chaque fois, je rajoute le terme suivant, et donc j'incrémente i à chaque fois, et j'ajoute le terme suivant. Alors, il y a plein de façons de l'écrire. Ça, c'en est une. Vous voyez, alors, qu'est-ce que je fais dans le corps de la boucle? Je fais S égale S plus I plus 1, et après je fais I égale I plus 1. Bon, ça, on peut le faire de plusieurs manières. On peut permuter les deux. Si je permute, je suis obligé d'écrire, ça devient autre chose, hein, et c'est juste aussi. L'écrire en vert, je peux aussi l'écrire I égale I plus 1, et du coup, S égale S plus I. Si j'incrémente I avant, c'est pareil. C'est une variante qui ne change pas grand-chose. Voilà. Bon, en tout cas, c'est un exemple que je peux prouver donc avec cet invariant-là. Alors, c'est juste, on fait rapidement la preuve. Hein. Donc, toujours pareil, première étape, il faut que je prouve que ça c'est vrai. Vous voyez, si je remplace I égale 0 et S égale 0 là-dedans, pour trouver la PFP, ça me fait 0 égale somme de J égale 1 à 0 de J. Alors ça, on l'a vu déjà, hein, on a dit que par convention, quand on allait de 1 à 0, c'est-à-dire un nombre qui est plus petit, par convention, ça vaut 0. Et donc, ça me fait bien 0 égale 0, ça marche. Ensuite, là c'est pareil, on peut calculer la PFP pour prouver ce truc-là, étape 2. Ça se fait très bien, ça marche. Et enfin, invariant et I égale n, ça veut dire que là-dedans, je peux remplacer I par n, et donc j'aurai bien S égale la somme de J égale 1 à n de grand J, ce qui est exactement le prédicat de sortie. Donc le passage de là à là, il est validé aussi. Donc voilà, je peux valider cette boucle-là avec cet invariant. Donc voilà 3 exemples, pour commencer, de boucles avec leurs invariants qui permettent de les prouver. Donc là, si je fais ça, j'ai prouvé mon programme. Hein.
j'ai prouvé mon triplet avec ce prédicat d'entrée, ce prédicat de sortie. Pour ça, j'ai utilisé un théorème qui me permet, lui, le théorème que j'ai utilisé, hein, c'est le 9.1 là, lui, il me permet de, en fait, de prouver, alors je vais le mettre en orange, il me permet de prouver ça. Le théorème 9.1, lui, il me permet de prouver cette partie-là. Hein, j'ai en précondition, j'ai l'invariant, et en post-condition, j'ai l'invariant et la négation de CC. Ensuite, pour passer de là à là, c'est l'étape 1, ben, j'ai rajouté des initialisations. Ben, ça, c'est un petit triplet de OR à vérifier avant. Et ensuite, en sortie, pour aller jusqu'au prédicat de sortie, c'est encore un petit triplet de OR, sauf qu'il n'y a pas de code au milieu. Il y a juste une précondition et une post-condition. Donc, ça marche à condition qu'il y ait implication, ce qui est bien le cas ici. Donc, vous voyez comment on fait pour prouver une boucle. Et donc, vous avez sans doute compris que l'important, c'est de connaître l'invariant. Donc, je vous ai dit, cette année, l'invariant, on va vous le donner. Je vais quand même vous expliquer d'où il vient dans des vidéos qui suivent. Il y a plusieurs façons de le trouver, hein, donc ça, je vais vous expliquer, mais ne vous inquiétez pas, on vous le donnera. Et donc, ce qu'il faut comprendre dans cette histoire, bien que ce que je vous ai montré là sur ces 3 exemples soit pas très significatif, c'est que en fait, on ne va pas forcément utiliser cette méthode pour prouver un programme déjà existant. En tout cas, si on vous donne un code et qu'il n'y a pas d'invariant, vous ne pouvez pas le prouver. Et par contre, ce n'est pas forcément possible de trouver, même pour un programme qui est correct, il n'existe pas toujours d'invariant qui permet de le prouver. C'est-à-dire que cette méthode-là, elle est plutôt utilisée dans l'autre sens. C'est-à-dire que l'idée, c'est ce qu'on va faire par la suite, c'est je connais l'invariant a priori et j'écris le programme de telle sorte que la preuve se fasse en même temps. Donc j'écris le programme tout en le prouvant. C'est ça l'idée. Donc dans la méthode, c'est d'abord j'ai ma spécification, prédicat d'entrée, prédicat de sortie. Ensuite, je réfléchis, je trouve l'invariant. Et ensuite, je complète les initialisations, c'est-à-dire étape niveau 1, là, ici. Ensuite, le corps, et puis peut-être sortie de boucle. Donc, je fais tout ça, et quand j'ai écrit mon programme, étant donné que j'aurais tenu compte de toutes ces contraintes, j'aurai en même temps un programme qui est déjà prouvé. Pour autant, on peut aussi vous donner un programme et vous donner l'invariant. Si on vous donne l'invariant, vous pouvez quand même vérifier que tout fonctionne bien, c'est-à-dire les 3 étapes dont je vous ai parlé dans ces exemples sont bien vérifiées. Voilà pour cette notion d'invariant de boucle while. On va dans la prochaine vidéo voir ce qui se passe dans le cas particulier de la boucle for.